Je co-anime ce webinaire donc avec Bertie, donc, que vous connaissez aussi tous de la région. Et donc aujourd'hui, c'est Pauline qui nous reçoit chez elle, en tout cas à l'école des arts de Belfort pour un café pote. Donc, elle est responsable d'un projet qu'elle va nous présenter. Donc, un projet assez inédit dans le champ de l'enseignement artistique à l'École des Arts de Belfort et qui a pour but d'apporter un autre regard, une autre relation au vivant aux étudiants, notamment par une initiation au jardinage et à la botanique. Et voilà, donc Pauline, tu vas voilà, présenter un peu plus dans le détail ce qu'il en est. Et puis voilà, pour établir une discussion autour des questions que tu avais amenées euh, euh, sur les questions du lien entre l'art et la culture, le titre du webinaire était un petit peu mystérieux, faire de l'art permaculturel. Donc, tu vas un petit peu nous expliquer qu'est-ce que tu entends par là. Et puis, comme on est un tout petit nombre, du coup, je vous invite à prendre vraiment très, très librement la parole, allumer votre micro, même pour interrompre Pauline, qui est bien d'accord. Voilà, pour demander des précisions et on pourra du coup établir une conversation presque comme dans un café du coup. Il nous manque que la table et d'être de pas être séparés par un écran, mais voilà, on a ce côté un peu du coup assez convivial du petit nombre. Voilà, Pauline, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi pour le retard, hein. Je suis ça au jardin et ça n'a pas marché pour la couture. Donc là, en fait, je suis à l'école d'art de Belfort et j'ai lancé, c'est un peu comme une boutade de faire l'art permaculturel. En fait, vous voulez, je suis chargée d'un projet depuis 2 ans ici, qui est soutenu par la Fondation. Pauline, excuse-moi parce que Qui est un projet. le son est très très coupé. Du coup, est-ce que tu peux essayer de couper ta caméra? Peut-être ça améliorera la connexion. D'accord. Désolée. Arrêtez la vidéo. Voilà. Voilà. Vous m'entendez mieux? Oui, Vas-y. voilà, je suis à l'école d'art de Belfort et donc je vais vous présenter rapidement le projet qu'on a co-créé avec le directeur. En fait, c'est un projet autour de l'art et de l'écologie, autour des ce qu'on appelle les arts du vivant. Et en fait, ça fait 2 ans qu'on mène ce projet-là et on est pour le moment la seule école d'art en France à l'avoir concrétisé. Mais c'est vrai que ça attire pas mal la curiosité. En fait, quand je parlais de faire de l'art permaculturel, c'est effectivement c'est assez antinomique parce que là, la permaculture a un mode de résonance autour de la résilience, des circuits courts. Ah, C'est toute une philosophie en fait de la sobriété en quelque sorte, sans frontières, sans censure. Et, et du coup, l'idée, c'est de comment imaginer produire de l'art dans un monde fini, en fait. Voilà, quand je renvoyais à cette boutade sur est-ce que l'art peut-il être permaculturel. En fait, j'essaye d'initier les élèves à faire de l'art comme on fait de la permaculture. L'idée, c'est de s'interroger sur les conséquences du geste artistique. Et puis, on reçoit des tout jeunes gens, puisque c'est des gens qui sont en classe préparatoire, qui vont après dans des écoles supérieures d'art. Effectivement, à mettre en résonance aussi la construction de leur vie d'artiste avec des enjeux sociétaux, en fait. Voilà à peu près pour la mise en situation du programme par rapport à la question artistique. Et puis, plus concrètement, si vous voulez, en fait, effectivement, on a la chance de jouir d'un. Quand je parle du vivant, on a la chance de jouir d'un site qui est magnifique puisque l'école est une ancienne fortification. Tout ça est un patrimoine classé, l'école d'art de Belfort. On est dans une ancienne caserne et cette caserne est adossée à une fortification qui a plusieurs mètres de hauteur du sol et dont l'accès ne peut se faire que par une sortie de secours, donc que par le public de l'école d'art. Et en fait,
Pour moi, l'enjeu, c'est de manière obligatoire et hebdomadaire, tout au long des saisons, en fait, de leur proposer 2 à 3 heures, justement, autour du vivant. Et alors, qu'est-ce que j'appelle le vivant? Ben, effectivement, c'est de pratiquer la mise en route d'un jardin écologique, mais aussi parler beaucoup de botanique, beaucoup de philosophie, tout en le mettant en lien avec des préoccupations artistiques. Alors, tout le monde me demande pourquoi, quel est le rapport, parce que ça me semble effectivement pas évident de rapprocher l'art, l'enseignement artistique, plus particulièrement avec un projet de jardin. En fait, l'art a toujours été pour eux. L'art s'est toujours intéressé à la science, aux luttes sociales. Et puis, bah, comme vous le savez tous, on est dans une situation très problématique avec cette question d'un nouveau temps géologique, l'anthropocène, le réchauffement climatique. Et du coup, c'est d'articuler des pensées de jeunes artistes en devenir avec ce qui est en train de se passer et de leur demander aussi comment on en est arrivé là. Et une des réponses, à mon sens, c'est que du coup, on a perdu toute cette sensibilité, cette acuité au vivant et qu'il faut dépasser aujourd'hui les frontières entre nature et culture. Pour vous dire rapidement, en fait, il faut arrêter de faire de l'art pour l'art, quoi. Il faut vraiment mettre l'art en situation et donc mettre l'art en situation avec des questions du vivant. Vous voulez que je fasse une petite pause si vous avez déjà des questions? Ça va? Je continue? Oui, ouais, volontiers, ouais. Tu nous as mis Alors, en fait, l'eau à la bouche. si vous voulez, donc le programme tel qu'il structure, donc quand j'ai les jeunes en face de moi, je fais toujours attention à ce qu'il y ait des temps théoriques et des temps pratiques. Donc les temps, il y a toujours une introduction à l'atelier d'un point de vue théorique, et ça, je me base vraiment sur toutes les nouvelles recherches autour de la botanique, justement, des sciences de la Terre. Et donc, déjà, d'une part, je leur propose de découvrir les plantes en elles-mêmes, hein, leur manière d'être au monde, qui est complètement. En fait, quand on a mis le pied dedans, il n'y a pas besoin d'aller sur Mars pour découvrir des choses fantastiques, elles sont juste autour de nous. Après, je parle de la question d'espaces végétaux en particulier. Je m'étends très longuement sur un végétal en particulier, l'arbre, avec toutes les nouvelles recherches scientifiques qui sont en cours, hein, qui nous permettent de comprendre un peu mieux ce qu'est l'arbre. La forêt, et bien évidemment le jardin, parce que comme on a un jardin, on s'intéresse aussi au jardin. Et la question agricole, parce qu'il y a beaucoup et notamment avec le corona, il y a d'autant plus de problématiques actuelles, vraiment d'enjeux très forts. C'est savoir comment on aborde la question végétale avec l'agriculture. Et puis après, je finis par toutes les questions en fait autour des savoirs, des relations entre les hommes et la nature à partir du végétal. Ça, c'est tout ce qui est de l'ordre du biomimétisme, de la bio-inspiration en fait. Ça, c'est la dernière partie. En fin d'année, pour moi, c'est la dernière partie de mon cours. Et donc, si vous voulez, et donc, il y a toujours une partie théorique, et puis après, on va toujours au jardin. Alors là, effectivement, on jardine, on apprend à bouturer, à planter des arbres. Il y a toute une partie aussi cueillette, parce que je tiens beaucoup à la question de l'autonomie, justement, à travers le jardin. Par exemple, on fabrique de la lessive à partir de feuilles de lierre, certains baumes naturels pour le corps, parce qu'on a de la chance d'avoir un partenariat avec un apiculteur et des ruches sur le site. Je leur apprends aussi à faire de la lactofermentation avec des légumes qu'on va ramasser au jardin. Toutes les questions du compostage, du paillage. Voilà, la question aussi de composer ces engrais écologiques à partir, pareil, de plantes qu'on va ramasser au jardin. Voilà, c'est aussi beaucoup de clanage et de cueillette sur le site et puis aux alentours. Alors, si vous voulez, pour être plus concret encore, par exemple, quand on va demander la question des semis, des graines, eh ben, je vais parler évidemment ce qu'est une graine. Et puis après, on va parler, par exemple, de toute ces enjeux sociétaux autour de la libre circulation des semences, de ce qui se passe au niveau européen, de ce qui se passe au niveau français. Voilà. Voilà à peu près ce que je propose à mes étudiants depuis 2 ans. Et du coup, Et là, pour pendant la finir, période de confinement, comment ça s'est passé? Là, Alors qui en est fait, venu s'occuper ça du a été un jardin peu. et... Ouais, j'ai eu en fait, le jardin m'a servi à faire des. J'ai été obligée d'aller au jardin, donc j'avais le droit de me circuler pour entretenir le jardin. Donc ça, c'était ma bouffée d'oxygène à titre personnel. Mais par contre, par rapport aux étudiants et aux étudiantes, moi, l'année scolaire, elle est très concentrée
comme c'est des jeunes gens qui viennent ici, c'est une première année d'initiation à l'art, ils sont de manière intensive ici de septembre à mars-avril. Mars-avril, on commence déjà un peu à les perdre parce qu'ils vont tous postuler dans des concours d'entrée aux écoles supérieures d'art. Donc, si vous voulez, en mars-avril, moi, j'avais quasiment plus de vis-à-vis avec des jeunes personnes. Et le retour, du coup, que tu as de leur part, comment est-ce que tu mesures d'une part leur intérêt, mais aussi comment ça se traduit dans leur, on va dire, dans leur évolution artistique? Oui, c'est une bonne question, Christiane, parce que ça, c'est une question qui est vraiment en cours. Déjà, la première, si tu veux, d'un point de vue juste écologique, la plupart sont très intéressés en fait. Ils ont soif d'apprendre, soif d'avoir qu'on leur propose non seulement des outils, mais aussi une réflexion en fait. Et bon, et ce qui est à la fois aussi dommageable et puis triste parce que la plupart sont très incultes sur justement tout ce qui est sciences naturelles, hein, alors qu'on a bien évidemment tous eu des cours au collège ou au lycée. Il y a vraiment un réapprentissage de tous ces savoirs-là. Donc, la plupart des jeunes, même 90%, hein, sont vraiment super intéressés, enthousiastes. Et aussi, ça répond aussi à une certaine angoisse, je vais dire, par rapport au réchauffement climatique, parce que tout le monde est au courant de ce phénomène-là, mais personne ne sait trop par quel bout le prendre. Et le fait de leur proposer quelques outils de base et qui réagissent, qui ont des échos aussi dans leur vie quotidienne, la plupart, je sais qu'ils partiront avec, un peu comme l'apprentissage du vélo, avec des outils qu'ils vont utiliser dans leur vie quotidienne. Après, effectivement, il y a l'enjeu artistique, hein, parce que proposer ça dans une école d'art, c'est aussi c'est toute la question des nouveaux imaginaires, des nouvelles histoires à composer, qui sont super importantes, en fait, pour envisager le monde de demain. Et les artistes ont vraiment leur part à faire là-dedans. Et ça, effectivement, ça effectivement dans les réflexions que les jeunes gens ont. Et puis là aussi, en fait, c'est vraiment au balbutiement, mais sur le projet d'école, en fait. Et que du coup, ça fasse des résonances avec les autres ateliers purement artistiques qui sont proposés à l'école. Mais je mène effectivement ce questionnaire-là avec mes élèves aussi, pour mesurer l'influence que les cours autour du vivant peuvent avoir sur leur réflexion artistique. Est-ce que le Crous est en train de faire un schéma directeur axé sur le développement durable? Est-ce que vous avez mené des projets des demandes de projets du type Culture Action auprès du Crous? Alors non, j'ai pas proposé au Crous, mais j'ai répondu à un appel à projet qui émanait de la Fabrica, qui demandait un appel à projet pour des interventions artistiques, vraiment purement artistiques. Et je me suis dit, allons-y, proposons aussi des ateliers autour de l'art du vivant. Donc j'attends la réponse pour savoir si je peux un peu mettre... Alors, parce qu'on a un mécanisme qui s'appelle Culture Action et aussi CEVEC. Alors bon, on ne sait pas encore comment ça va évoluer pour la rentrée parce qu'on est en attente des recommandations. Mais typiquement, faire des projets aux étudiants autour du culturel et autour de l'art et du vivant type nature, ça fait partie des projets innovants et des projets intéressant le Crous, susceptibles d'intéresser le Crous. Donc, je pense que c'est une voie qu'il faut creuser. L'interlocuteur culturel, c'est Frédéric Sonnet, SO2NET, et faire un dossier, ça prend pas beaucoup de temps. Le contacter, ça prend pas beaucoup de temps. Mais je pense qu'il y aurait matière à ce que le Crous vous soutienne pour ce type de choses. Voilà. Oui, merci. Après, je vous cache pas que j'aimerais aussi que mon poste soit développé dans d'autres. Mon poste est duplicable, mon projet est duplicable. Alors, que ça puisse. Le principe, c'est nous, on n'est pas mauvais pour ce genre de choses. Quand il y a une expérience qui a du sens, qui est pas mal,
on est capable de la valoriser au sein des différents réseaux du Crous. Il y a 23 Crous. En général, il y a des moments où ce genre de choses, quand ça a été mené de façon pertinente, on essaye de faire en sorte de valoriser ce qui a été fait et on donne des idées aux autres Crous où, comme les Crous sont en lien avec tous les établissements d'enseignement supérieur, on peut apporter un portefeuille de projets en disant, ben voilà, il y a ça qui a été fait par Belfort, c'est dans notre sphère, puisqu'on est le Crous de Bourgogne-Franche-Comté, et ça peut se propager sur la région PACA, sur la région Grand Est, sur voilà, de partout. Et le fait d'avoir, le fait d'avoir du financement, c'est jamais désagréable, mais c'est justement dans ce souci-là, parce qu'en fait, c'est la visibilité, la portabilité des projets qui est compliquée. Quelquefois, on fait quelque chose de très bien et on a du mal à le valoriser. Ça me semble des projets, comme ce sont des projets faits pour les étudiants, en rapport avec l'étudiant, le Crous peut être un bon interlocuteur pour valoriser ce genre de choses. D'accord, merci. Oui, je les contacterai. Vous m'avez dit Frédéric Sonnet, c'est ça? Frédéric.sonnet@crous-bfc.fr. Maintenant, moi, je suis en contact assez régulièrement avec eux. Ça fait partie. Voilà, on peut rester en contact pour savoir comment on peut soutenir des choses de ce type-là. D'accord, entendu. Et juste, ça fait écho parce qu'il y a pas mal d'écoles d'art justement aussi qui me contactent pour savoir comment le projet s'est monté et ce que j'y mène réellement aussi, effectivement. Peut-être juste vous dire aussi que la rentrée prochaine, on est en train vraiment de tout tourner, enfin les premiers temps de rencontres entre les artistes et les étudiants autour de la question de la forêt justement. Mise en regard avec cette question du coronavirus en fait. Donc si vous voulez, il y aura un garde forestier qui va venir nous. Dans la gamme de ce que vous faites, il y a des recherches assez pointues qui sont faites par Idriss Aberkane, je ne sais pas si vous connaissez, sur ce que la nature peut nous donner comme exemple de recherche et développement. Le micro de Pauline est coupé. Je ne sais pas si là. Excusez-moi. Est-ce que ça y est? Vous m'entendez à nouveau? Oui, pardon. Je suis désolée, hein, je suis vraiment nulle en plus avec les ordis. Oui, alors, et puis, vas-y. Oui, pardon. Michel me parlait du scientifique Monsieur Aberkane, c'est ça, hein? J'en étais arrêtée là. Il mène des recherches sur ce que la nature peut nous apporter comme bibliothèque de connaissances. Ah oui, d'accord, oui. C'est pas le seul, mais on se rend compte que tout ce qui a été fait par la nature, en général, est très performante. Et on oublie très souvent que dans des choses aussi simples que les ailes d'un animal comme une sauterelle, on a très souvent des technologies très, très, très pointues. Et la réutilisation, oui, voilà. Oui, ça c'est toute la question de la bio-inspiration. Mais comme moi, je ne suis pas dans une école d'art et de design à proprement parler, ça, je ne l'appuie pas non plus trop. C'est surtout dans la dimension politique, en fait, et de construction d'être ensemble. Hein, pour s'inspirer. Il y a des tas d'écrits qui sont fantastiques sur comment les communautés pourraient s'inspirer du mode de fonctionnement de l'arbre colonnière ou la forêt comme communauté. Voilà, moi, j'appuie plus sur le côté bio-inspiration au sens politique et social, hein, plus que l'objet en lui-même. Du coup, est-ce que tes étudiants, tu les emmènes aussi à l'extérieur du jardin? Vous allez voir, je sais pas, des réalisations,
tu parlais de, je sais pas, de forêt vivrière, voilà, vraiment pour aller voir un peu des projets intéressants qui se pratiquent ailleurs. Oui, effectivement. L'année prochaine, la rentrée, là, c'est ce que je ne sais pas si vous, du coup, vous m'avez entendu avec le micro, mais la rentrée prochaine, en fait, on va enfin, une grande partie de la rentrée va être articulée autour du sujet de la forêt, justement, à cause, enfin, vraiment en lien avec ce qui s'est passé, le coronavirus et les causes qui nous ont menés jusqu'ici. Et donc, il y a un Soulier Sylvestre, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un garde forestier très engagé qui est syndiqué, puis qui est vraiment un militant, en fait, j'ai envie de dire. Il s'appelle Et Sylvestre, c'est ça? oui, Ah Soulier. non, Soulier Sylvestre. Il a un nom prédestiné, en tout cas. Oui, exactement. Et on va faire ça en 3 temps, en fait. On va aller à la rencontre d'une forêt juste locale, à côté de chez nous. Ça va être tout le principe d'une promenade silencieuse. L'idée, c'est vraiment de s'imprégner de ce qui se passe, sans qu'il y ait justement de connaissances qui soient mises de manière précise sur des faits qu'on peut observer. Et puis après, effectivement, il y aura un moment où lui va nous raconter ce que la forêt est en train de vivre. Il y a des bouleversements qui vont beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et après, j'invite, ça c'est en septembre, et en octobre, une jeune femme qui est architecte et philosophe aussi, autour justement de comment cartographier le vivant. Et là, je me permets juste de vous recommander un super ouvrage qui s'appelle Terraforma, l'édition B42. Et c'est des cartographies en fait du vivant. C'est vraiment fantastique. Je préfère pas trop vous le dire. Il faut que vraiment vous regardiez les visuels. Et elle, justement, elle va venir à l'école pour justement, proposer des outils pour les élèves. Mhm. Et puis après, on aimerait visiter effectivement une forêt. D'accord. Alors, on est en train de réfléchir parce qu'il y a un projet de forêt primaire là, qui est en train de se monter dans les Vosges, qui n'est pas très loin de l'école d'art de Belfort. Pardon. Il y a aussi un reliquat de forêt primaire en Suisse. Enfin voilà, là, c'est des discussions avec les profs pour savoir où est-ce qu'on va aller. Et quelques-unes de vos activités sont ouvertes aux habitants de Belfort, par exemple, ou pourraient être ouvertes à des potes du réseau? Oui, toutes les conférences, toutes les expositions, c'est évidemment libre et gratuit. Gilles Clément devait venir là en mars-avril, typiquement. Ouais. Il y a une conférence de Gilles Clément qui devait avoir lieu en avril. Puis elle est redécalée à avril prochain, mais ça, bien évidemment, avec plaisir, tout le monde peut venir. Donc du coup, quand tu as des infos, soit tu les passes tu peux les rentrer sur le calendrier de la plateforme, ou alors tu nous les donnes et puis nous on les passe. Ah oui, c'est une bonne idée. Ouais. Ouais, on peut faire ça volontiers, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc voilà, oui, effectivement, on sort de l'école aussi et on sort du jardin. On profite aussi des beaux parcs de Belfort. Pour justement, par exemple, là, quand on a été bouturer des arbustes à petits fruits, on a été dans un parc de la ville de Belfort qui est entretenu avec des haies nourricières. Enfin, on a été prélevé là-bas. Et puis j'aime bien aussi leur proposer des balades botaniques en observant ce qu'on voit juste aussi tout autour de là, dans la rue, en se promenant autour de chez soi. Et toi-même, tu as quelle formation pour que tu as l'air d'avoir vraiment une connaissance assez grande de tout ce qui est toutes les questions de permaculture, de jardinage, de botanique? En fait, j'en ai aucune. Je suis vraiment autodidacte, Christiane. C'est chouette. Après, la permaculture, j'ai envie de dire, c'est plus une philosophie, c'est avoir la bonne méthodologie plutôt que juste s'amuser à faire des buts ou à faire une spirale pour les aromatiques. Quand on a compris ça, la démarche, le rapport au monde qu'introduit la permaculture,
Après, j'ai envie de dire, il y a plein de petits vieux dans leur potager qui font aussi de la permaculture. Enfin, les choses sont bien plus diffuses qu'on l'imagine. Et puis, bah, comme c'est en fait, comme la botanique, c'est en fait quand on met le pied dedans, c'est juste incroyable, quoi. On se dit, mais comment on a pu vivre à côté de tous ces êtres vivants sans même les comprendre, et la variété des formes, des manières d'être au monde, enfin, c'est vertigineux, franchement. Et c'est super, du coup, c'est super intéressant. Et c'est une espèce de boulimie, en fait, voilà, qui me pousse à me former toute seule, mais avec pas mal de gens différents. Donc, c'est ça aussi que j'aime beaucoup. C'est que l'art, comme le jardin, permet de rencontrer toutes sortes de gens différents. Donc, ça, c'est toujours hyper enthousiasmant, quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans la permaculture, il y a aussi la dimension de coopération. Du coup, comment ça se traduit dans votre projet, cette question de coopération avec soit l'environnement proche, soit les acteurs proches, les acteurs de votre territoire? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des échanges de, voilà, de bons procédés, de services? Oui, alors, d'un point de vue pratique, par exemple, de toute façon, l'école d'art avait déjà, avant même le projet, des partenariats avec des structures culturelles. Mais donc ça, le projet de jardin ne fait qu'approfondir tout ça. Par exemple, l'alimentation du compost, je récupère tous les déchets du centre chorégraphique qui est juste en face de la cantine. Puis dès qu'il y a un vernissage, en fait, pareil, on récupère tous les déchets pour alimenter le compost qui va alimenter à son tour notre jardin. Et puis après, j'essaye de monter un projet de... Je me rapproche beaucoup du lycée Valdois qui m'intéresse à plus d'un titre parce que c'est un des lycées les plus intéressants sur la question du paysage. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le seul lycée en France historiquement à être tourné là-dessus. Puis aussi, ils ont tout un engagement autour du maraîchage biologique qui m'intéresse. Donc là, on fait une résidence croisée, justement. Il y a un artiste qui vient à la fois au lycée Valdois et puis à l'école d'art. Et typiquement aussi, Gilles Clément, il vient à la fois au lycée et puis à l'école d'art. L'idée, c'est que quand on invite quelqu'un, on en fait bénéficier le maximum de structures et de public, du coup. Et puis après, pour juste rebondir un peu sur l'esprit coopératif, ça, je trouve que j'ai l'espoir aussi que ça influence aussi les étudiants dans l'histoire de ne pas construire, d'avoir une démarche un peu moins individualiste et un peu plus collaborative, justement, surtout en école d'art. Parce que ça, c'est un peu là où le bas blesse. On peut très bien imaginer les œuvres de demain, des œuvres collaboratives d'art contemporain. Parce que c'est vrai que dans d'autres, je voulais préciser, pardon, parce que l'art contemporain est quand même particulièrement carriériste et individualiste. Parce que bien évidemment, dans les arts vivants, c'est pas du tout la même chose. J'ai un peu monopolisé la parole. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions, faire des remarques, peut-être dire comment cette présentation, ce projet résonne chez vous pour peut-être dans vos propres pratiques? Est-ce qu'il y a des réalisations Michel, artistique? Non. Michel, on t'entend plus. Oui. Est-ce qu'il y a des réalisations artistiques visuellement montrables? Les réalisations artistiques qui sont partagées avec le public, parce que c'est des jeunes en formation, elles se font en mars-avril. Et c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de ce qui a influencé les étudiants et les étudiantes pendant les scolaires. Mais là, en tant que tel, comme c'est une école et qu'on change tous les ans de public, rien n'est pérenne en fait. Mais je pensais plutôt à une banque de données de photos ou de vidéos des œuvres, entre guillemets. Oui, c'est une bonne remarque. C'est vrai que comme les choses sont en train de se faire, et ça fait 2 ans, il y a j'entends que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent manquer sur comment faire partager un peu plus le projet. Et oui, ça c'est une bonne remarque. Non, ça n'existe pas, pour vous répondre.
Et ça va faire le lien avec le café de la semaine prochaine, puisque moi je travaille justement sur comment avoir une représentation de projets. Les projets peuvent être de toutes sortes, culturels, permaculturels, mais aussi techniques ou artistiques très forts. Dans tous les cas, la notion de projet, elle demande à un moment donné à être présentée. Présentée à la fois pour le public éphémère de la prestation, mais aussi pour le public futur, pour donner de l'inspiration, pour permettre de garder une trace de tiens, ça a été fait, parce qu'en fait, l'intelligence collective, elle se base très fréquemment sur du déjà fait. Et on s'inspire du déjà fait, non pas pour le reproduire, mais pour le dépasser. Mais si on n'a pas une trace du déjà fait, c'est plus compliqué de créer quelque chose d'innovant. Par contre, si on voit quelque chose déjà d'innovant, qu'on se l'approprie visuellement, on peut ensuite grandir dessus et le faire progresser. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de garder des traces visuellement faciles à montrer. Et je vous montrerai la semaine prochaine un outil qui permet d'avoir ce genre de choses. Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre avait levé la main pour poser une question. Oui, ça recoupe un petit peu ce que disait à l'instant Michel Avaux. Je me demandais si il était possible ou il aurait été possible de montrer quelque chose, parce que ce que je n'ai pas bien compris, c'est, je crois avoir compris que le propos de Pauline, c'est d'enrichir l'inspiration des étudiants de son institut par des références à la nature. Rappeler que la nature, c'est ce qui nous inspire. Et je m'attendais un peu à ce qu'il y ait des représentations, des réalisations de ce qu'on appelle le land art, hein, l'art dans la nature. Or, je n'ai pas bien compris si ce qui se fait dans le cadre du jardin auprès de l'Institut, là, c'est un jardin banal, ce qui est très bien, ou bien est-ce qu'il y a une recherche artistique particulière du point de vue visuel, par exemple? Jean-Pierre, vous m'entendez? Oui. Oui. En fait, c'est à la fois les deux, vous avez raison. C'est un jardin, un jardin qui est situé dans un patrimoine historique, qui est entretenu de manière écologique, effectivement, avec des zones potagères et puis des zones que j'ai laissées sauvages, entre guillemets, avec la faune et la flore qui est existante. Et comme c'est un jardin où si on est dans une école d'art, typiquement, la prochaine résidence artistique, c'est une artiste qui va venir en fait travailler la céramique avec les étudiants. Et en fait, l'idée, c'est de s'interroger sur l'usage qu'ont certains animaux du jardin et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Un exemple, il y a des ruches au jardin et j'ai mis des grandes bassines d'eau pour que les abeilles puissent, et puis bien évidemment d'autres insectes puissent boire. Sauf que tout le monde vient se boire et puis se noyer. Et du coup, Cécile va travailler sur comment aménager des bassines pour lesquelles un céramique avec les étudiants, pour que les insectes puissent venir boire et puis repartir. Voilà, il va y avoir des interventions artistiques dans le jardin, mais c'est en cours, si vous voulez. D'accord. Après, j'ai pas, c'est pas que j'ai pas envie, c'est pas le bon mot. Le jardin est surtout là comme un outil pour infiltrer les esprits, plus qu'un lieu d'expérimentation pour poser une œuvre d'art. Vous voyez? J'ai une question. Là, donc, vous avez dit, Pauline, que les projets étaient éphémères et qu'il n'y avait pas vraiment de continuité d'une année sur l'autre.
Et il me semble qu'un des principes de la permaculture, c'est justement de, d'enrichir chaque année la terre. Et je crois qu'il faut à peu près 7 ans pour permettre à une terre de retrouver un équilibre, enfin, un équilibre qui soit bon pour la production potagère. Et du coup, je me demandais si euh, inviter les étudiants à transformer des projets qui ont été débutés par les années précédentes ne pouvait pas être aussi quelque chose de lien avec la permaculture dans la continuité, en fait, plutôt que de repartir à zéro chaque année. En fait, je pense que j'ai pas été. Je suis désolée, hein, j'ai pas dû être très claire. Je suis du jardin. Donc, le design du jardin, c'est moi qui le conçois. Par contre, avec les étudiants, on ramasse les légumes qui ont été mis en terre, enfin, pardon, en semis ou en plantule l'année précédente. Donc, si vous voulez, la continuité du jardin, elle existe toujours à travers le temps que j'y consacre. Et puis après, quand les étudiants sont là, ils sont là aussi pour apprendre et m'aider. Quand je disais que tous les ans, ça change, c'est que tous les ans, j'ai 3 classes différentes. Mais l'amendement du jardin, en fait, il est constant, il ne change pas. Si vous voulez, le design, la responsabilité de comment le jardin fonctionne, il repose sur moi, il ne repose pas sur un étudiant. Parce que ça, c'est souvent une problématique. Il y a pas mal d'écoles d'art qui me contactent pour dire « Ah, c'est super » et tout ça. Mais sauf qu'il y a personne dans l'équipe enseignante qui va s'occuper du jardin. Et le gros problème, c'est que la continuité, ça va se faire avec les étudiants. Et effectivement, dans les autres écoles d'art, les étudiants et nous aussi, ça change tout le temps. Mais sauf que la chance qu'on a, c'est que moi, je suis pérenne, en fait, si vous voulez. Je suis dans le jardin, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, merci. Toi, tu es une plante perpétuelle. Oui, ce que j'allais dire, je suis la plante des plantes du jardin. Et quand je disais aussi que c'était éphémère, c'était que du coup, la production artistique que les étudiants vont proposer, ils la construisent en vue de passer des concours et que du coup, voilà, tous les ans, il y a des nouvelles classes et donc tous les ans, il y a des nouvelles propositions artistiques par les étudiants, mais rien ne reste, hormis les invitations artistiques comme celle qui va se monter justement avec Cécile Meignet autour de l'usage de certains animaux. Donc on pensait aux abeilles, on pensait aux oiseaux. Voilà. Et ça, c'est des choses qui vont rester au jardin. Pauline, pour revenir au réseau des potes, est-ce que tu as déjà regardé la carte des potes en te disant que certains d'entre eux pourraient éventuellement voilà, contribuer à ton projet? En ce moment, on a pas mal de nouveaux potes qui sont des artistes dans tous les domaines. Et d'ailleurs, on se proposait avec Bertie de faire un article sur un peu pour accueillir ces nouveaux potes depuis le début de l'année et puis montrer un peu la diversité des profils et des motivations des personnes qui rentrent dans le réseau. Et voilà, et je trouve que voilà, Bertie, tu pourras confirmer, mais voilà, ces semaines dernières, c'est assez impressionnant de voir que tous ces artistes qui se ressentent pleinement dans la transition socio-écologique, voilà, que ce soit dans l'art du spectacle ou dans d'autres branches de la artistique. Non, je t'avoue que je n'ai pas pensé à regarder, Christiane, mais ça m'intrigue beaucoup là ce que tu me racontes. Oui, il faut que je regarde. Du coup, ouais, je vais m'y mettre. Merci. Est-ce que certains d'entre vous sont aussi dans la création culturelle ou artistique? Jean-François, oui. Alors moi, dans le spectacle vivant, du coup, on a créé notre compagnie en 2012, la compagnie Prune, et un des projets qu'on a fait, qui s'appelle Vieille Branche, c'était un spectacle qui s'est joué dans des arbres. Et donc l'idée, c'était
de raconter le lien très fort entre une famille sur 8 générations et l'arbre, et l'arbre un peu totem de cette famille. Et on faisait le lien avec l'arbre dans lequel on jouait, en réécrivant un tiers du spectacle pour chaque représentation pour raconter l'histoire et les caractéristiques de l'arbre dans lequel on jouait. Parce qu'on a eu la chance de jouer dans des cèdres du Liban, on a joué dans des foyards magnifiques. Donc à chaque fois, voilà, on réécrivait une partie du spectacle en lien avec l'art dans lequel on jouait. Et pour nous, une des choses les plus intéressantes, c'était d'inviter en fait le public à prendre du temps pour regarder l'arbre. Et il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, mais on passe devant cet arbre tous les jours et on n'avait jamais pris le temps de lever la tête et de voir à quel point il était beau. Et nous, déjà, rien que ça, on s'était dit que c'était déjà une belle chose de gagner. Oui, c'est super. La compagnie Prune, elle est basée où? Elle est basée à Besançon. Voilà. D'accord. Et c'était il y a combien de temps? On a créé ce spectacle en 2016 et il a tourné une petite année parce qu'on s'est confronté à des contraintes assez importantes, à savoir que les compagnies de spectacle interagissent beaucoup avec les services culturels des villes. Et là, comme on jouait dans des arbres, fallait un lien en plus avec les espaces verts. Et du coup, ça devenait quelque chose de très tentaculaire au niveau des démarches administratives et beaucoup trop compliqué par rapport à la taille de notre compagnie. Donc voilà. Et puis on avait en plus 2 jours d'installation et réécriture sur site. Donc du coup, ça faisait un budget qui était assez important. Donc c'est pas un projet qui a beaucoup tourné malheureusement. D'accord. Et les autres personnes qui sont présentes ne sont pas forcément dans le milieu culturel ou artistique, du coup. Alors, j'avoue que Geneviève Fox, je ne sais pas qui vous êtes, hein, peut-être. Parce que donc Michel Avaux donc, a pris la parole tout à l'heure, donc il est du Crous, on l'a bien compris. Oui. Jean-Pierre, peut-être tu peux dire quelques mots sur toi. Jean-Pierre avait animé un café sur la monnaie locale. Hein. Et donc, voilà, quelqu'un de très engagé au niveau dans ce domaine-là. Et puis, Alexandra, donc, peut-être tu veux dire quelques mots, donc, qui est responsable de communication à la région. Et donc, Bertie, que j'ai présenté tout à l'heure, qui co-anime le réseau des potes à la région. Et Geneviève, je ne sais pas qui est derrière ce nom, du coup. Je ne sais pas si elle est là encore, Geneviève. Entendu. Donc non, je ne sais pas, il y a personne derrière Geneviève. Oui, Pauline. Alors, Alexandra, on s'est rencontrés à la conférence de presse, voilà, pour le lancement du Festival des Solutions. Et donc, voilà, qui avait été extrêmement apprécié par la présidente et les élus qui étaient là. Et donc, juste comme ça, pour donner quelques informations, on attend une réponse de savoir en fait comment reporter le Festival des Solutions. Donc, soit en présentiel, soit de façon un peu différente. Voilà. On a fait plusieurs types de scénarios et je ne sais pas si... alors, j'ai plus parce qu'il y a eu 200 dossiers déposés et je ne sais pas si... tu avais déposé un projet. Oui, on avait déposé justement, typiquement, un philosophe botaniste. Ah oui, ok. Ouais. Oui, vous m'entendez? Oui, on avait déposé un projet pour inviter typiquement un philosophe botaniste à venir au jardin et puis faire une rencontre. Voilà. Et je me permets juste de demander, c'est pour 2020 ou 2021 du coup? Vous savez pas encore? Non, l'idée c'est de donner suite sur 2020. En gros, il y a 2 options on a écrit plusieurs scénarios, mais les 2 qu'on appuie, c'est report donc en septembre
Et puis, donc, en présentiel, enfin en physique. Et puis, si c'est absolument pas retenu, c'est d'essayer de valoriser l'ensemble des initiatives, des acteurs et autres par le biais d'une cartographie. Et puis, voilà, qu'on essaierait de développer et de valoriser sur les différents médias. Voilà. D'accord. Christiane, il y a Geneviève qui dit que son micro ne marche pas et qu'à titre perso, elle prend énormément de photos qu'elle qualifie d'art nature. Alors, Geneviève, si vous voulez parler, là, je pense que votre micro doit être actif. Hein. Non, il a l'air coupé, là. Là. Non. Ah, si. Ça marche? Ce serait sympa de vous entendre. Là, ça devrait marcher en principe. Non. Ah, désolée. Bon, en tout cas... Écoutez, je me permets juste de vous dire que tout le monde est le bienvenu à... Même si ça ne fait rien, vous pouvez très bien passer à l'école d'art et puis vous arrêter. Et il me ferait un plaisir de vous présenter le jardin et l'école. C'est vrai que tu nous as mis l'eau à la bouche, ça donne envie de venir visiter. En tout cas, j'espère que le Festival des Solutions pourra avoir lieu en physique et qu'on pourra venir sur place plus avoir voilà, écouter ce philosophe botaniste. C'est un beau projet. Oui, c'est vrai. Oui. C'est mieux que la nature. Exactement. C'est clair. C'est clair. Et puis, on a besoin, après ces temps de confinement, justement de sortir et de se revoir. Hein. Donc, espérons que ça puisse se faire. Oui, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Alors, on arrive au terme de ce café. Comme on a la chance d'avoir Michel qui est en présence, qui est là aujourd'hui, peut-être Michel, tu peux nous dire un tout petit mot sur le café de la semaine prochaine. Ensuite, vous voyez que le 18 juin, donc, on aura un café qui sera accueilli par Pierre-François Bernard, donc sur la question de l'entrepreneuriat de territoire. Donc, Jean-François Bernard, donc, qui est responsable du cluster Jura. Et puis le 25 juin, ce sera Gérard Magnien, donc, qui nous parlera de Jurassic, qui est une coopérative de financement participatif des énergies renouvelables. Donc, voilà, donc pour le programme à venir. Et donc, Michel, si vous nous dire juste deux petits mots pour voilà, nous donner envie de participer au prochain café chez toi. Alors, le confinement nous a amené à nous poser des questions sur la relation humaine. La relation humaine en présentiel et la relation humaine en virtuel. Il existe des outils de vidéoconférence, on en utilise un là, mais il existe d'autres outils qui permettent de faire du présentiel différemment. Et ce que je vais vous montrer, c'est de la réalité virtuelle, à la fois accessible facilement à tout le monde, mais sur lequel on peut construire soi-même de la réalité virtuelle. Et je vais vous montrer quelques-unes de mes constructions, qui sont des constructions de projets réels, puisque la Cité internationale du jeu, c'est quelque chose qui existe en présentiel, à la fois sur Dijon, à la fois sur Besançon, à la rentrée sur Belfort-Montbéliard, mais qui vont gagner à exister aussi en virtuel pour permettre à des gens qui vont se retrouver par exemple à Nevers, à Châlons ou à Vesoul, de pouvoir participer à des activités qui se passeraient à Belfort, à Dijon ou à Besançon. Permettre d'y participer à la fois en tant que, on va dire, observateur, mais aussi en tant que participant. Alors quand quelqu'un qui se trouve au fin fond de la Bourgogne-Franche-Comté peut devenir participant de l'événement, il y a peu de temps, il y a 2 jours, on a fait l'inauguration d'une boîte de nuit. Une boîte de nuit en virtuel, avec de la musique, avec de la vidéo, avec des effets sonores. Et on était en présence virtuelle, une dizaine de personnes,
en boîte de nuit. Et en parallèle, on pouvait travailler. Ce qui est des avantages que les environnements 3D permettent, c'est qu'on peut faire du vrai multitâche. Du multitâche, c'est-à-dire tenir une conversation téléphonique, danser avec une Espagnole ou un New-Yorkais, mais aussi travailler sur un dossier de projet de comment financer un laboratoire de type Fab Lab. Ça présente des intérêts. Alors, bien évidemment, on ne maîtrise pas tout, mais comme j'ai pu enseigner la réalité virtuelle en réalité virtuelle, j'ai quelques connaissances que j'aimerais vous mettre à profit. Ça permet d'appréhender une nouvelle façon de gérer l'information. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Michel. Voilà, donc, en tout cas, pour ce café-là d'aujourd'hui, merci beaucoup, Pauline, pour cette immersion dans ton jardin. C'était vraiment voilà, un voyage qui, personnellement, m'a fait rêver. Et voilà, donc un grand merci à toi. On n'était pas très nombreux, mais c'est pas grave, ça ne retient rien à la qualité des échanges qu'on peut avoir. Et puis, de toute façon, ce webinaire a été enregistré, donc c'est vrai qu'on pourrait aussi le partager avec d'autres personnes. Et en tout cas, on mettra en ligne pour que ceux qui n'ont pas pu participer puissent le réécouter. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, mais voilà, en tout cas, nous, de notre côté, on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.